Salut à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette leçon consacrée à la thermodynamique appliquée. J'espère que vous portez tous très bien. Le module que je vous propose aujourd'hui est consacré sur les propriétés de la matière. L'objectif pédagogique de ce module sera de percevoir les changements d'état de la matière, ensuite de faire une distinction entre l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Le contenu de ce module comprend une brève introduction. Ensuite, nous verrons les constituants de la matière. Et le point suivant sera consacré sur les états de la matière. Et le module s'achèvera par le changement d'état de la matière. En guise d'introduction, la propriété caractéristique de la matière est d'avoir une masse. D'après Lavoisier, au XVIIIe siècle, la matière se conserve. C'est ce qu'on appelle la loi de conservation de la matière. Autrement dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bien entendu, il y a parfois la masse qui est susceptible de se transformer en énergie d'après la théorie relativiste d'Einstein. Prenons l'exemple de l'air. Nous savons très bien que l'air est pesant. Et l'air est constitué de molécules à raison de 4 cinquièmes d'azote, 1 cinquième d'oxygène, mais on a également des traces d'argon, de dioxyde de carbone, de l'eau sous forme vapeur. Le poids de l'air est responsable de ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Passons aux constituants de la matière. Alors la matière, on le sait, est constituée d'atomes et de molécules, mais aussi d'autres constituants plus élémentaires. Pour voir à l'intérieur de la matière et distinguer ces atomes et molécules, on utilise la microscopie optique à haute précision qui est à l'échelle du micromètre, mais également la microscopie électronique à balayage où on a deux gammes, une gamme qui est à l'échelle de nanomètres et une autre gamme qui est à l'échelle d'angstrom. Alors voyons les dimensions, l'ordre des dimensions des constituants élémentaires de la matière. Alors nous savons déjà qu'un atome est constitué d'un noyau et des électrons qui gravitent tout autour de ce noyau. Alors l'atome, lui, il est à l'échelle de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Alors le noyau de l'atome, lui, il est de l'ordre de 10 puissance moins 4 mètres. Et les électrons qui gravitent tout autour du noyau est de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres. Le noyau lui-même est constitué de protons qui est de l'ordre de 10 puissance moins 10 mètres. Et le proton lui-même est constitué de quarks qui est de l'ordre inférieur à 10 puissance moins 18 mètres. Alors, nous voyons très bien que si on ne se sert pas des microscopiques à très haute précision, on ne peut pas percevoir ces entités-là et surtout faire la mesure de leur taille. Alors, toujours pour ce qui concerne les états de la matière en fait se présente sous différents états avec les mêmes constituants, mais sous différentes sollicitations, notamment la température et la pression. Les états solides et liquides constituent ce qu'on appelle les états condensés de la matière. En revanche, les liquides et les gaz représentent ce qu'on appelle les fluides. Alors, voyons le cas de la matière solide. La matière solide est caractérisée par les atomes qui sont proches les uns des autres et qui très souvent sont ordonnés. C'est le cas des cristaux. Si nous prenons par exemple de l'eau à l'état solide, nous voyons donc que les atomes qui constituent les molécules d'eau sont ordonnés. Bon, la particularité du corps solide ou des solides, c'est leur forme qui est propre et qui résiste.
aux déformations. L'état liquide, lui, n'a pas de forme propre, mais adopte la forme d'un récipient qui le contient. Bien que le liquide soit incompressible, il conserve cependant leur volume. Donc voilà la matière qu'on a choisie qui est de l'eau, cette fois-ci à l'état liquide. Nous avons dû rendre compte que les molécules de cette fois-ci sont moins ordonnées que dans le cas de l'eau à l'état solide. Maintenant, l'état gazeux, c'est cet état de la matière qui est moins dense. Si nous prenons l'exemple de l'air, la masse volumique de l'air est de l'ordre de 1,2 g par litre dans des conditions normales de température et de pression. En comparaison avec de l'eau liquide qui est de 1 kg par litre dans des conditions normales de température et de pression. Alors, si nous prenons maintenant la vapeur d'eau, qui est bien entendu différent de l'air, la vapeur d'eau sa masse volumique est de l'ordre de 0,6 g par litre. La particularité de l'air, c'est qu'il est expansif. Alors, il occupe tout l'espace qui lui est offert. Alors, si nous revenons sur le cas de l'eau, comme nous avons choisi comme exemple, l'eau à l'état vapeur, voyons maintenant cette fois-ci que les molécules d'eau sont les mêmes molécules, et cette fois-ci sont très dispersées, donc il y a un grand degré de liberté entre les molécules d'eau. Alors, toujours dans le cadre des états de la matière, nous allons donc illustrer ces différents états. Commençons par l'état solide. Nous avons dit tantôt que les molécules, s'il s'agit de l'eau, les molécules sont ordonnées. Ces molécules sont rapprochées et liées. Et elles sont caractérisées par une forme invariable et le volume est également invariable. Si nous considérons cette fois-ci l'état liquide, les molécules sont un peu plus désordonnées et sont également rapprochées et peu liées. Les liquides sont caractérisés par une forme variable et son volume reste invariable. Concernant l'état gazeux, cette fois-ci, les molécules sont très désordonnées, comme on peut le voir, il y a un très grand degré de liberté et les molécules s'agitent bien plus que dans le cas liquide ou comme dans le cas solide. Dans le milieu est très agité, comme on le voit. Alors, cet état est caractérisé par une forme très variable et surtout le volume également variable. Alors, à côté de ces trois états que nous venons de parcourir, il y a un quatrième état qu'on appelle état plasma. L'état plasma, c'est un état de la matière, tout comme l'état solide, tout comme l'état liquide, tout comme l'état gazeux, bien qu'il n'y ait pas de transition brusque comme pour le cas de ces états-là. Il n'y a pas de transition brusque pour passer d'un état à ces états au plasma et réciproquement. Alors, pour bien le comprendre, nous savons que pour avoir l'état plasma, nous partons de l'état gazeux. Lorsqu'on augmente la température, si on fournit une forte énergie à l'état gazeux de manière à porter sa température à de très fortes valeurs, on provoque ce qu'on appelle l'ionisation qui conduit donc à l'état plasma. Alors, pour bien comprendre, nous venons de dire que l'état solide, les atomes ou les molécules sont ordonnées. Alors, on peut passer de cet état à l'état liquide en fournissant de l'énergie, ou alors de l'enthalpie si vous préférez. De même, on peut passer de l'état liquide à l'état gazeux en fournissant de l'enthalpie à l'état liquide. Et enfin, pour donc obtenir l'état plasma, il faut fournir également de l'énergie conséquente à l'état gazeux et provoquer l'ionisation. Donc voilà donc comment est-ce qu'on passe d'un état à l'autre. Voyons maintenant les changements d'état de la matière. D'abord les différents états, les différents types de changements d'état. Alors la matière se présente sous différents états.
avaient les mêmes constituants. C'est important de le souligner. Ce n'est pas parce que l'état change que les constituants ont changé. Mais ce qui est à l'origine de ces différents états, ce sont les sollicitations, notamment la température et la pression. Les états solides et liquides, nous venons de le voir, représentent ce qu'on appelle les états condensés de la matière, alors que les liquides et les gaz représentent ce qu'on appelle les fluides. En fonction de la valeur de la température et de la pression, la matière se présente sous différents états. Donc, en fait, les états de la matière sont fortement liés à la température et à la pression. Le volume, bien entendu, lui, s'ajuste en conséquence. Voyons les différents types de changements d'état. Alors, l'état solide, on peut passer de l'état solide à l'état liquide en fournissant de l'énergie à l'état solide. Alors, cela, ça s'appelle la fusion. De même, on peut passer de l'état liquide à l'état gazeux en fournissant de l'énergie à l'état liquide, et cela s'appelle la vaporisation. Le processus inverse est également possible. Si je soustrais de l'énergie à un état gazeux, là, je peux passer à l'état liquide, et ça s'appelle la condensation. De même, si je soustrais de l'énergie à l'état liquide, je peux passer à l'état solide, et cela s'appelle la solidification. Mais il est également possible de passer sans transition de l'état solide à l'état gazeux, et cela s'appelle la sublimation. L'inverse, c'est-à-dire le passage de l'état gazeux à l'état solide sans transition par l'état liquide, cela s'appelle la condensation solide. Alors, une remarque, il faut noter que ces processus ne se font pas de façon instantanée. Il faut que l'équilibre thermodynamique ait le temps de s'établir. Voyons maintenant les propriétés de changement d'état. Alors, le mécanisme microscopique est fondé sur les échanges de chaleur. Pour un corpus, le changement d'état a lieu à température constante et à pression constante. Cependant, le volume lors d'un changement d'état peut varier, mais la masse est conservée, c'est-à-dire la quantité de la matière. Prenons à titre illustratif le changement d'état d'un corps pur qui est de l'eau. Alors, commençons par le changement d'état solide-liquide, ce qu'on appelle la fusion de la glace. Pour que la glace passe de l'état solide à l'état liquide, cela nécessite un apport d'énergie, c'est-à-dire une quantité de chaleur qui est de l'ordre de 333 joules pour faire fondre 1 gramme d'eau. Et cela se fait à la température constante de 0 degré Celsius. Soit autant d'énergie que pour élever la température d'1 gramme d'eau liquide de 0 degré Celsius à 80 degrés Celsius. Alors, si nous devons cette fois-ci procéder à la solidification, bon, bien entendu, cela se fait en soustrayant de l'énergie à de l'eau à l'état liquide à 0 degré Celsius. Et bien entendu, il faut soustraire la même quantité d'énergie, à savoir 333 joules, pour faire passer 1 gramme d'eau liquide de cet état-là à l'état solide. Alors, nous allons illustrer cela par cette figure où nous avons en ordonnée la température et en abscisse le temps. Alors, prenons l'eau à l'état liquide. Si nous voulons faire passer cette eau à l'état solide, il faut retirer de l'énergie à cette eau-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut refroidir ce liquide. Lorsque nous procédons au refroidissement, nous réalisons que la température diminue en fonction du temps, jusqu'à un instant où nous constatons que l'eau commence à se solidifier. Et quand l'eau commence à se solidifier, nous allons nous rendre compte que la température ne bouge plus.
la température reste constante pendant le processus de solidification de l'eau. En d'autres termes, tant que les deux états, c'est-à-dire l'état liquide et l'état solide, coexistent, la température ne bouge pas. Et dès le moment, à l'instant où la dernière goutte liquide passe à l'état solide, on constate que si on continue à refroidir ou alors si on continue à retirer de l'énergie à cette matière, la température diminue avec le temps. Cette fois-ci, c'est la température du solide. Autrement dit, c'est le refroidissement du solide. Alors, une remarque. Prenons un process industriel où nous avons un circuit de froid. Lorsque nous voulons utiliser le froid en un point d'un process industriel, bien entendu, on a besoin de produire le froid dans ce qu'on appelle la salle de machine et transporter ce froid, transporter le froid entre guillemets, vers l'utilisation. Et cela se passe par ce qu'on appelle un flux de caloporteur qui est de l'eau. Et bien entendu, on sait que de l'eau dans des conditions normales à 0 degré Celsius se congèle. Alors imaginons si au point d'utilisation, nous voulons avoir une température inférieure à moins 10 degrés Celsius par exemple. Vous constatez qu'avec moins que si on utilise de l'eau, l'eau va se solidifier et on ne pourrait donc plus transporter le froid qui a été produit vers l'utilisation. Alors pour résoudre ce problème, on utilise des solutions salines. Une solution saline, en fait, c'est le mélange entre de l'eau et du sel. Et ce faisant, on abaisse tout simplement le point de congélation ou le point de solidification. Si on mélange par exemple de l'eau et du sel, on abaisse le point de solidification à moins 20 degrés Celsius. Donc ça veut dire que même à moins 15 degrés Celsius, avec une telle solution, l'eau ne se congèle pas. Bon, bien entendu, l'inconvénient des solutions salines, là j'entre un tout petit peu dans l'ingénierie, c'est qu'en fait la solution saline est corrosive. Et lorsqu'on a des conduits qui sont faits en métier métallique, donc, il y a risque de réduire la durée de vie de cette tuterie-là. Alors aujourd'hui, cela a été remplacé plutôt par une solution d'eau glycolée, c'est-à-dire au lieu de mélanger de l'eau et du sel, on mélange plutôt de l'eau et du glycol, un alcool. Et le processus est le même. En le faisant, on abaisse le point de congélation. Alors, voilà maintenant l'ébullition. L'ébullition conduit bien entendu à la vapeur d'eau. L'ébullition de l'eau liquide produit la formation de bulles de vapeur au sein du liquide. À 100 degrés Celsius, il y a la pression atmosphérique et la pression atmosphérique est de l'ordre de 1013 hectopascales. Bien entendu, pour donc faire passer 1 gramme d'eau liquide à l'état vapeur, cela nécessite d'apporter à ce gramme d'eau 2249 joules. Alors, à titre comparatif, si nous voulons vaporiser 1 gramme d'alcool, cela ne nécessite que 700 joules environ. Donc, vous comprenez donc que quand on parle d'un corpus, leurs propriétés caractéristiques sont différentes. Donc, on ne peut pas croire que si nous prenons de l'alcool, qui est quand même un corpus, nous avons besoin de fournir la même énergie pour porter l'alcool de l'état liquide à l'état vapeur que s'il s'agissait de l'eau. Alors, nous allons une fois de plus regarder comment le processus évolue. J'ai cette figure où nous avons en ordonnée la température et en abscisse le temps. Alors, lorsque nous prenons de l'eau liquide à 20 degrés Celsius, bien entendu, dans les conditions normales de pression et de température, à 20 degrés Celsius, l'eau est à l'état liquide. Quand nous commençons donc à chauffer cette eau-là, c'est-à-dire fournir de l'énergie à cette eau, nous allons rendre compte que la température augmente en fonction du temps, jusqu'à ce qu'on constate que la bulle de vapeur commence à se former. Quand une bulle de vapeur commence à se former, on constate que la température ne bouge plus parce nous sommes en état dit de saturation. Donc, il y a équilibre entre l'état liquide et l'état vapeur. Et tant qu'il y a coexistence de deux phases, pendant le processus de changement de phase, la température et la pression ne bougent pas. C'est là que nous voyons donc que la courbe évolue de façon horizontale à 100 degrés Celsius, pression atmosphérique.
Et quand la dernière boule liquide passe à l'état vapeur, donc quand tout est vapeur, si nous continuons à fournir de l'énergie à cette eau-là, nous allons rendre compte que la température de la vapeur augmente à nouveau. Une autre remarque. Alors, il faut bien noter ici que le changement d'état de l'eau ou du corps pur est influencé par la pression. Je vais prendre l'exemple de la cocotte minute que nous utilisons assez dans nos maisons. Alors, jamais dans la cocotte minute, la pression est de 1,5 bar. Et on note donc que pour que l'eau change d'état, parce que pour que l'eau rentre en ébullition, il faut porter la température jusqu'à 110 degrés Celsius. Autrement dit, même à 100 degrés Celsius dans une cocotte minute, l'eau est très chaude et à 100 degrés Celsius, mais il n'y a pas ébullition. Vous allez jusqu'à 108 degrés Celsius, il n'y a pas ébullition. C'est quand vous atteignez 110 degrés Celsius que l'eau commence à changer d'état. Alors, nous allons donc illustrer l'état, ce qu'on appelle les courbes de saturation, c'est-à-dire l'équilibre entre les différents états de la matière. Pour le cas d'expression, on a pris le cas de l'eau. Nous avons ici en ordonnée la pression de saturation et en abscisse la température d'ébullition. Nous avons la première courbe ici, ce qu'on appelle la courbe de sublimation. En fait, cette courbe sépare le corps à l'état solide et le corps à l'état vapeur. Donc, ça veut dire qu'à partir de cette courbe, ce qu'on appelle sublimation, on peut passer sans transition de l'état solide à l'état vapeur. Ensuite, nous avons cette courbe qu'on appelle la courbe de fusion. La courbe de fusion sépare la zone où le corps est à l'état solide et la zone où le corps est à l'état liquide. Bon, bien entendu, on a très bien vu tout à l'heure que lorsqu'on parle de l'état liquide, de l'état solide à l'état liquide, cela s'appelle la fusion. Ensuite, nous avons la courbe de vaporisation, celle-ci, qui sépare le corps à l'état liquide et le corps à l'état vapeur. Lorsque nous passons de l'état liquide à l'état vapeur, cela s'appelle la vaporisation. Alors, il y a donc un point ici qui est un point qui établit l'équilibre entre les trois phases. Cela s'appelle le point triple. Donc, au point triple, il y a équilibre entre l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Et les paramètres du point triple pour le cas de l'eau, c'est que la température du point triple est de 0,01 degrés Celsius et la pression du point triple est de 0,6 hectopascal. Tout à l'heure, nous avons dit que dans des conditions normales de pression et de la température, dans la pression atmosphérique, l'eau change d'état à 100 degrés Celsius. Alors, vous voyez donc que si je prends 100 degrés Celsius, je suis sur la courbe où l'eau est susceptible de passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et quand je projette ici, je constate que la pression est de 101, de l'ordre de 101 hectopascal. Alors, sur la courbe de vaporisation, l'extrémité de cette courbe-là, ça s'appelle le point critique. Alors, au point critique, bien entendu, on a les paramètres caractéristiques de ce point critique, à savoir la température qui est de 374 degrés Celsius, et puis la pression qui est de l'ordre de 22 091 hectopascal. Alors, au-dessus de tout ce point critique, c'est-à-dire au-dessus de cette température, en fait, on est en état de vapeur permanent. Ça veut dire qu'il n'y a plus possibilité qu'il y ait changement d'état entre l'état liquide et l'état vapeur. Alors, résumons un tout petit peu. Après ça, atmosphérique, l'eau se retrouve à l'état solide. Alors, cela, ça s'appelle la glace. Donc, tant que la température est inférieure à 0 degré Celsius, l'eau reste à l'état solide à la pression atmosphérique. Alors, lorsque la température est supérieure à 0 degré Celsius et inférieure à 100 degrés Celsius, l'eau est à l'état liquide. Et tant que nous sommes dans ces conditions à pression atmosphérique, l'eau reste à l'état liquide. Et dès que la température est supérieure à 100 degrés Celsius à cette pression-là, l'eau est à l'état vapeur. Bien entendu, la vapeur, ce n'est pas quelque chose d'a priori visible.
Alors, nous allons maintenant lancer un coup d'œil sur le diagramme de changement d'état que nous aurons à détailler sous toutes ses formes étales. Alors, il représente en fait le lieu des différents états d'équilibre possibles d'un corps en fonction des trois paramètres thermodynamiques sont la pression, le volume et la température. La lutte typique en fonction de ces trois paramètres est la suivante. Alors, nous avons ce diagramme avec la pression qui est sur l'axe vertical. Et sur le plan orthogonal à l'axe vertical, nous avons l'axe représentant le volume qui est lui-même orthogonal à l'axe représentant la température. Alors, nous avons dans l'état solide qui sépare l'état gazeux et l'état liquide. Alors, la particularité sur ces diagrammes de changement d'état, c'est qu'en fait, nous voyons à partir d'ici le mécanisme de passage, par exemple, d'un état solide à un état gazeux. Alors, vous avez donc ici la coexistence entre l'état solide et l'état gazeux avant d'arriver totalement à l'état gazeux. C'est pareil à ce niveau. Nous avons l'état liquide ici, l'état gazeux ici. Alors, bien entendu, pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, nous avons donc une zone ici où il y a un mélange d'état liquide à l'état gazeux parce que tout ne se fait pas de façon instantanée. C'est un processus qui se passe dans le temps. Alors, voyez donc ce qu'on n'a pas pu percevoir tout à l'heure, ce qu'on appelait le point critique, il se trouve ici. Et quand on est donc au-dessus du point critique, alors il n'y a plus de possibilité de changement d'état. On est en zone de ce qu'on appelle le gaz permanent. Alors, voilà maintenant les mélanges des corps. D'abord la définition. Alors, on entend par mélange un constituant de plusieurs corps interagissant selon des forces de faible intensité. Alors, différents types de mélanges existent. Nous avons d'abord ce qu'on appelle le mélange homogène, et dans un mélange homogène, on ne peut distinguer qu'une seule phase. On ne cerne pas que ce mélange est fait de plusieurs constituants. En revanche, nous avons le mélange hétérogène qui est constitué de plusieurs phases qui existent. Donc, on peut bien cerner les différentes phases qui constituent le mélange hétérogène. Alors, pour illustrer, si nous prenons un liquide que nous mélangeons avec solide, nous allons percevoir de la suspension. En fait, le solide tendra à être en suspension dans le liquide. Si c'est le mélange liquide-liquide, nous allons percevoir de l'émulsion. Et par contre, si c'est un liquide avec un gaz, il y aura de la mousse. Si nous prenons en revanche un gaz que nous mélangeons avec un liquide, nous allons percevoir de la fumée. Et si par contre c'est du mélange gaz-liquide, nous percevons un brouillard. Par contre, le gaz de gaz, bien entendu, on ne verra rien. Alors, voyons le mélange des liquides. Il y a ce qu'on appelle le liquide miscible avec l'eau. Par exemple, l'alcool, le sirop, le vinaigre, le lait, le détergent, etc. etc. Donc, tous ces entités mélangées avec de l'eau et sont parfaitement miscibles. C'est-à-dire, à la fin, on aura du mal à savoir qu'est-ce qui était alcool ou sirop et qu'est-ce qui est l'eau. On dit que ces liquides sont miscibles. Mais en revanche, il y a des liquides non miscibles avec l'eau. Si vous prenez par exemple de l'huile, de l'essence, du kérosène, de paraffine, enfin les paraffines, c'est des corps gras ou des hydrocarbures, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas miscibles. Ils vont tout simplement se séparer. Alors, on va illustrer par ce schéma-ci. Alors, imaginez, vous prenez un récipient et dans ce récipient, vous mettez de la grenadine, vous mettez de la glycérine, vous mettez de l'eau, de l'huile, de l'alcool, de l'essence. Vous allez rendre compte que, comme ils ne sont pas miscibles, ils ne vont pas se mélanger, ils vont se séparer. Même si vous agitez, après l'équilibre, ils vont se séparer. Et on va constater que la grenadine et la glycérine, qui ont une densité supérieure à celle de l'eau, sera au fond.
viendra de l'eau, qui n'est pas mis ici avec ses voisins. Et par la suite, au-dessus de l'eau, nous aurons de l'huile, ensuite de l'alcool et enfin de l'essence. Parce que ces corps qui seront au-dessus de l'eau ont une densité inférieure à celle de l'eau. Il faut rappeler que la densité d'un corps, c'est le rapport de sa masse volumique avec celle de l'eau. La masse volumique de l'eau, bien entendu, c'est 1 kg par litre. Alors, voyons ce qu'il en est de la dissolution d'un gaz dans l'eau. Alors, le diazote et le dioxygène sont dissous dans l'eau de mer et de rivière de l'ordre de quelques dizaines de mètres cubes, de centimètres cubes autant pour moi, par litre d'eau à pression atmosphérique. Alors, si on prend le dioxyde de carbone, sa solubilité dans l'eau est de l'ordre de 1 litre de gaz par litre d'eau. Il faut noter que lorsque la température augmente, la solubilité de gaz diminue. Cela est dû au choc entre les molécules. En revanche, lorsque la pression augmente, la solubilité d'un gaz dans l'eau augmente. Ok, qu'en est-il de la solubilité des solides dans un liquide? Alors, nous savons que l'eau dissout de nombreux éléments, notamment le sucre, le détergent, le sel, dans la gamme de sel, chlorure de sodium, nitrate, etc. Mais elle ne dissout pas les corps gras, beurre, paraffine, plastique, caoutchouc, etc. Cependant, ces corps gras peuvent être solubles dans d'autres liquides. Le beurre et la paraffine, par exemple, sont solubles dans l'essence. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène? Alors, si on veut séparer les constituants d'un mélange hétérogène, on peut utiliser soit la méthode de décantation, soit la méthode de filtration. Alors, une remarque importante, la notion de dissolution ne doit pas être confondue avec la notion de changement d'état. Alors, bien entendu, lorsque nous faisons fondre le sucre dans l'eau, il ne s'agit pas du changement d'état du sucre de son état solide à son état liquide. Puis par la suite, il suffit de faire vaporiser de l'eau et le sucre restera. Le sucre ne se vaporise pas. Alors, voyons maintenant la notion de saturation et la limite de solubilité. Un exemple illustré. Alors, la limite de solubilité du sel est de 32 grammes pour 100 grammes d'eau. Autrement dit, 360 grammes par litre. Ça veut dire quoi? Si je dépasse ce seuil, il y aura ce qu'on appelle la saturation. C'est-à-dire, on verra que tout le sel ne sera pas dissous dans l'eau. Alors, pour ce qui est du sucre, la limite de solubilité est de 200 grammes pour 100 grammes d'eau. Alors, les facteurs qui favorisent la dissolution, il y a d'abord le brassage du liquide. Bien entendu, c'est pour cette raison que lorsque nous faisons notre tasse de café, alors, lorsqu'on met du sucre, on brasse pour donc favoriser la dissolution dans le liquide. Il y a également l'augmentation de la température. Alors, bien entendu, nous prenons notre café, la première chose, c'est chauffer de l'eau. Il va de soi que lorsque, si vous prenez un morceau de sucre, vous mettez dans l'eau à l'état froid, même si vous agitez, elle ne va pas vite se dissoudre si on avait commencé par chauffer de l'eau et augmenter la température de l'eau. Il y a enfin la surface de contact du solide, la surface de contact solide liquide. Donc, voilà les paramètres en fait qui favorisent la dissolution d'un solide dans un liquide. Alors, arrivé au terme de cette leçon, que retenir? Alors, nous retiendrons d'abord que la matière peut exister sous 3 états de façon classique, à savoir l'état solide, l'état liquide et l'état vapeur. Nous noterons ensuite qu'il existe un 4e état de la matière sous très haute température, ce qu'on appelle l'état plasma.
il s'agit en fait du gaz ionisé qui n'est pas courant sur Terre. Si on prend l'exemple du Soleil, c'est à l'état plasma, donc c'est du gaz ionisé. Alors, nous retiendrons enfin que la matière peut passer d'un état à l'autre à la suite de changements de température. Alors, nous allons nous séparer par cette petite vidéo qui illustre le changement d'état de la matière. L'eau est un des rares éléments dont on peut observer facilement les trois états de la matière, solide, liquide et gazeux. Elle se présente sous forme solide pour des températures inférieures à 0 degré Celsius, liquide lorsque la température devient positive, puis gazeuse quand elle dépasse 100 degrés Celsius. C'est au niveau moléculaire qu'il faut chercher des explications. Aux basses températures, des liaisons fortes assemblent les molécules entre elles pour former un réseau compact et géométrique. C'est un cristal. Quand la température augmente et atteint 0 degré Celsius, les liaisons qui maintiennent les molécules entre elles deviennent plus faibles. Nous observons alors un changement d'état. Tant qu'il reste de la glace, la température de l'eau se maintient à 0 degré Celsius. On ne peut donc pas savoir dans quel état se trouve l'eau à 0 degré. Elle peut être totalement solide ou totalement liquide, ou plus généralement un mélange d'eau liquide et de glace. Quand toute la glace a fondu, la température de l'eau devient positive. L'eau chauffée emmagasine de l'énergie et la température ne cesse d'augmenter. Les molécules d'eau s'agitent de plus en plus et s'écartent les unes des autres jusqu'à ne plus être liées du tout. L'eau est en train de se vaporiser. Notons que la vapeur d'eau, comme beaucoup d'autres gaz, est invisible. La température vient d'atteindre 100 degrés Celsius et va s'y maintenir, donc il reste de l'eau liquide. Les molécules d'un gaz se déplacent librement et parcourent de grandes distances avant de rentrer en collision avec d'autres molécules ou les parois du récipient. C'est pourquoi un gaz n'a pas de volume fixe. Il occupe tout l'espace disponible. Ce n'est qu'après la vaporisation complète de l'eau liquide que la température peut croître à nouveau. Voilà, chers amis, cette vidéo d'illustration met un terme à ce module qui était consacré aux propriétés de la matière. Alors, notre prochaine rencontre portera sur le diagramme thermodynamique. En fait, c'est à partir de ce diagramme que nous verrons les propriétés caractéristiques de la matière lors du changement d'état et que l'on exploite justement pour mettre sur pied des machines thermiques. À très bientôt.